comprenez? Donc, nous ne pouvons pas prendre parti ni pour l'une ou pour l'autre parti. C'est pour ça que vous avez suspendu le porte-parole de votre parti. Justement, c'est pour ça que je l'ai suspendu, parce que il n'a pas obéi, il n'a pas respecté la consigne donnée. Lui vous accuse de ne pas vouloir parler de cette affaire parce que vous pourriez aussi être interpellé devant la justice. Bon, j'évite d'entrer dans ces débats de bas niveau. C'est vraiment, à mon niveau, je ne peux pas discuter des choses pareilles. Entre-temps, donc moi, je prie cette décision en tant que président AI de l'UDPS et de les sanctionner sur base des faits qui lui sont reprochés. Et j'ai évoqué les dispositions statutaires. Chez nous à l'UDPS, le non-respect de la hiérarchie, c'est un manquement grave. Le non-respect des consignes données, c'est un manquement qui encourt à des sanctions. En fait, c'est ce que j'ai fait. Pour ce qu'il pense, cette déclaration ne m'engage pas. Il peut raconter tout ce qu'il veut. Je ne suis pas venu pour me justifier. Je ne peux pas me justifier. La question, c'était juste, est-ce que vous ne voulez pas, par soutien ou par juste neutralité... Non, Vital Kamerhe est le nôtre. C'est un allié. La justice qui le poursuit est aussi la nôtre. C'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu prendre position. Aujourd'hui, Paul Tshilumbu est suspendu. Il dit qu'il ne reconnaît pas cette suspension parce qu'il ne vous reconnaît plus la qualité de président de l'UDPS. Le secrétaire général que vous avez été désigné par le président n'a pas cette qualité. Pendant combien de temps va durer cette crise institutionnelle à l'UDPS? Vous savez, des intérimaires et des... Christian, je veux vous dire que je suis très mal à l'aise de parler de mon parti sur les médias. Vous vous rendez compte que je vienne ici étaler nos problèmes internes, que je vienne parler d'un compagnon de lutte. Tshilumbu, c'est un compagnon de lutte. Nous avons lutté ensemble. Nos problèmes doivent se régler chez nous. Ils sont déjà dans la presse, non, mais tout le monde en parle. Je ne veux pas moi, en tant que président de l'UDPS, intérimaire, venir discuter des problèmes de mon parti sur le média. Moi, je pose des actes. Je posais un acte qui se justifie, je m'arrête là. Mais alors, si lui me dénie la qualité, mais c'est son droit. Écoutez, n'oubliez pas que l'UDPS, c'est un parti qui des grandes libertés. Les gens s'expriment comme ils veulent à l'UDPS. Les gens expriment leurs opinions, ils expriment leurs pensées, et c'est ça même notre force. Notre force réside dans cette liberté. Plus les gens s'expriment, plus les gens se sentent trop libres. Ils ne trouvent pas mieux qu'à l'UDPS, parce que c'est là où ils ont le droit de parler, de s'exprimer comme ils veulent. Mais justement, ces cadres se plaignent d'un manque de liberté. L'état de droit, c'est l'UDPS. On ne respecte pas les textes qui auraient dû désigner ou organiser un congrès ici, dans les 3 mois. Je vous dis ici que des nouveaux présidents, je ne suis pas venu. Élus. Je ne suis pas. C'est pas par manque d'arguments. Je veux vous dire ici que ces débats-là, c'est un débat qui ne pouvait pas être en réalité si on était de bonne foi. Parce que tout le monde sait, quand vous prenez l'article 26, parce que c'est là qu'il est question, de bout en bout, nulle part où il est mentionné que l'élection du président de l'UDPS à la magistrature suprême constitue un motif d'empêchement définitif. Oui, mais le président de la République ne peut pas être président actif d'un parti. Christian, il y a incompatibilité. Mais laissez-moi, j'allais rencontrer ta question, ça même que vous l'ayez posée. Laissez-moi parler. Ça, c'est la Constitution qui l'a dit. Est-ce que les partis politiques sont gérés par la Constitution? La Constitution, c'est la loi suprême. Non, je ne suis pas appelé à te poser. N'a pas le droit d'être président d'un parti. Ce parti doit en prendre acte, et une fois que le président de la République est en incapacité, se doter par le Congrès, parce que l'UDPS, dans ce sens, a été un des modèles. Depuis 1960, rares sont les partis qui, comme l'UDPS, ont élu leur président en cours d'un congrès. Il y avait plusieurs candidats. Pourquoi aujourd'hui hésiter à tenir ce nouveau congrès? Christian, notre parti
est géré par ses propres textes qui ont été jugés conformes à la Constitution. Lorsqu'on jugeait conformes nos textes à la Constitution, est-ce que les constituants, ceux qui ont approuvé nos statuts, pouvaient nous dire que non, vous avez omis un détail important ici, parce que si votre président devenait président de la République, vous devez mettre ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc, dès lors que nos statuts ont été jugés conformes à la Constitution, nous nous y conformons. Aujourd'hui, donc, pourquoi êtes-vous président intérimaire si Félix Tshisekedi, selon vos statuts, est toujours le président? Écoutez, il y a deux facettes de voir les choses. Il faut voir les choses dans l'angle constitutionnel et dans l'angle statutaire à l'UDPS. La Constitution interdit au président Félix Tshisekedi d'être en même temps président de la République et président de l'UDPS, n'est-ce pas? Mais nos statuts ne l'interdisent pas. Pour nos statuts, c'est clair. Et c'est pour ça même que nous sommes allés au Congrès, faisant de lui, l'élissant comme président de l'UDPS, l'investissant comme candidat président de la République, et nous avons battu campagne pour qu'il soit élu. Donc, chez nous à l'UDPS, nous ne trouvons pas ça incompatible. Mais parce que c'est la Constitution qui prime sur nos statuts, voilà le fondement du mandat spécial. Voilà là où Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, a tiré. Laissez-moi terminer. Non, j'ai bien compris que... Pourquoi? Parce qu'il voulait se protéger vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la Constitution. Ce mandat spécial prouve à suffisance que Félix Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, ne gère plus l'UDPS. N'est-ce pas? Mais au regard de nos textes, n'est-ce pas, au regard de nos textes, Kabound fait l'intérim du président Tshisekedi qui a un mandat spécial qui va durer tout le temps mandat de Félix Tshisekedi. Oui. Félix Tshisekedi a un mandat de 5 ans à l'UDPS. Le président intérimaire de l'UDPS est-il à l'aise à la tête d'un parti que tout le monde a jugé comme le plus démocratique de la République démocratique du Congo, sans être élu pendant plus de 3 mois? Écoutez. Les règles sont faites par les hommes. Les règles sont faites par les hommes. Voyez-vous? Et le juridisme dans toute organisation humaine trouve son fondement dans la volonté politique des animateurs d'une structure. Écoutez, c'est ça, en fait, le vrai problème. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas dit que j'étais le président élu de l'UDPS. Mais c'est un concours de circonstances. Parce que il s'est avéré que le président de l'UDPS, le président de l'UDPS est élu président chef de l'État, il ne peut pas. Ce n'est pas nos statuts. Non, j'ai bien compris. Dans nos statuts, quand vous lisez l'article 26, ils sont de mauvaise foi. Ils ne vous disent pas la vérité. Dans nos statuts, il n'est pas dit que lorsque le président de l'UDPS est élu, il tombe sous le coup de l'empêchement définitif. Parce que toutes les motifs, s'il vous plaît, Christian, tous les motifs sont énumérés là. Donc, décès, démission, interdiction d'exercer, n'est-ce pas? Ou expiration des mandats. Mais une interdiction une élection à la présidence de la République amène à une interdiction d'exercer. Non, ça, c'est pas nos textes à nous qui l'interdisent. Nos textes à nous ne l'interdisent pas. Et puis, l'interdiction d'exercer est déclarée par une instance disciplinaire du parti qui, à travers une sanction, interdit au président de l'UDPS de ne plus exercer comme tel. C'est ça, en fait, l'essence de l'interdiction. Monsieur Jean-Marc Kamboun, merci d'avoir été avec nous. Deux petites dernières questions. Peter Kazadi, Jacques Machabani, Victor Wakwenda et les autres, Paul Chimboulou et ceux qui sont en opposition à vous, les liens sont rompus avec eux? Pas du tout. Pas du tout. Sont-ils indésirables à l'UDPS? Non, pas du tout. Pourquoi ils peuvent être... Je vous ai dit ici que ce sont des compagnons de lutte. Nous avons eu à connaître des histoires plus graves et plus difficiles dans notre parcours. Je crois que... Ils ne seront pas exclus. Non, pourquoi être exclus? Parce que dans le passé, ils l'ont été. Non. Ils sont libres d'exprimer leurs opinions, que je respecte. C'est pas pour autant qu'ils me contestent que moi, je vais trouver en ça un motif de m'acharner sur eux.
Je respecte leur position. Est-ce que le président Félix Tshisekedi soutient ce statu quo que beaucoup condamnent à l'UDPS? Je ne veux pas citer le président de la République dans ces débats, que je trouve, moi, personnellement, malaisé. Ce débat me fait très mal. Est-ce que le président élu de l'UDPS de les porter qui exerce toujours un mandat via votre mandat spécial, soutient ce statu quo? Non, je ne veux pas ici me prononcer là-dessus pour que les uns et les autres disent que je suis venu ici faire du trafic de l'influence. Mais ta question a une réponse plus simple. Mais la volonté du président de la République est transcrite noir sur blanc dans le mandat spécial qu'il m'a donné, qu'il n'a jamais nié. Alors, 19, et que pour cela, il faille que le Sénat puisse se réunir afin de corriger ou de régulariser ce qu'il pense être une violation de la Constitution. C'est une hérésie sur le plan de droit constitutionnel. Parce que notre Constitution ouvre plusieurs brèches quant à ça. Elle offre deux possibilités au chef de l'État. La première, c'est celle qui est consignée à l'article 119. Et l'article 119 est alinéa 2. Peut-être considéré comme l'article fondateur. C'est cet article qui fonde même l'existence du Congrès. Parce qu'il détermine toutes les matières pour lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès doivent débattre. Dont l'autorisation à donner au président de proclamer l'état d'urgence. J'y arrive. Notamment l'autorisation au chef de l'État de proclamer l'état d'urgence. Ça, c'est un fait. D'autre part, il y a l'article 185 que je n'ai pas trouvé normal 85. Du début jusqu'à la fin de l'émission avec l'honorable président du Sénat n'a pas évoqué. Et pourtant, c'est ce qui fonde l'ordonnance du chef de l'État. Donc, le fondement constitutionnel de l'ordonnance du chef de l'État proclamant l'état d'urgence, c'est l'article 85. Mais le président du Sénat a dit, ou n'a pas voulu aller sur ce point, parce qu'il a dit clairement dans l'émission qu'à la réunion qui a précédé la proclamation d'état d'urgence par le président de la République, il n'a à aucun moment été question avec lui de cet état d'urgence. Donc, il n'y a pas concertation, l'article 85 le dit, dans cette réunion avec le Premier ministre et le président des deux chambres. Non, c'est pas vrai. J'ai eu la chance de prendre part à cette réunion, le 23. Il était bel et bien question de l'état d'urgence. Parce que je voudrais d'abord terminer ma première réflexion, je vais arriver à cette question. C'est qu'on donne au chef de l'État une deuxième possibilité, celle décrite à l'article 85. Convoquer le président de deux chambres du Parlement et le Premier ministre, les annoncer à la nouvelle et proclamer l'état d'urgence. Alors, face à ce qui semble être une contradiction dans notre Constitution, le chef de l'État ne peut choisir que la voie qui est la plus plausible et la moins coûteuse. La concertation. Donc la concertation. Parce qu'aujourd'hui, la notion même de l'urgence entre en contradiction avec la longue procédure et coûteuse de l'autorisation par le Congrès. Savez-vous que pour qu'un Congrès se tienne, il nous faut au moins 7 millions de dollars? 7 millions de dollars pour réunir l'Assemblée nationale et le Sénat. Justement, pas moins de 7 millions de dollars. Pendant cette période de pandémie, où le pays a besoin d'argent pour faire face à cette pandémie, on va dépenser 7 millions de dollars dans une réunion d'un jour. Non, c'est impensable. Mais j'y arrive maintenant à votre préoccupation. Est-ce qu'il en a été question au cours de la question. Y a-t-il eu concertation? Il en a été question. Je pris part à cette réunion. Parce qu'il était question que nous tous soyons là, les deux bureaux, mais arrivé là, le directeur de cabinet a fait savoir que non, cette réunion s'est passée dans le format prescrit à l'article 85. Heureusement pour moi, j'étais déjà dans la salle
On ne pouvait pas me faire sortir. C'est comme ça que le collègue Sami Badi Banga et les autres membres des bureaux n'ont pas eu accès à cette réunion. Moi, j'étais déjà dans la salle. Je pris part à la réunion du début jusqu'à la fin. Et vous avez entendu le sujet état d'urgence? Il a été question. Parce que si on veut faire croire à l'opinion qu'on était allé discuter sur les mesures, mais les mesures ont été déjà prises. Les mesures étaient déjà prises. Voilà de quoi nous avons parlé cette fois-là. C'est justement de l'état d'urgence. Comment est-ce que ces mesures, liberticides bien entendu, pouvaient être encadrées par une ordonnance. Parce que notre constitution ne permet pas au chef de l'État de prendre des mesures liberticides restreignant les libertés de mouvement des Congolais. Nulle part dans la constitution. La solution, c'était donc l'état d'urgence. La solution pour couvrir ces décisions qui ont été prises à l'époque, c'était la proclamation de l'état d'urgence, parce qu'il n'y a notre constitution donne le pouvoir au chef de l'État de restreindre les libertés individuelles et collectives des Congolais qu'à travers l'état d'urgence ou l'état de siège. Donc, c'est de cela qu'il a été question. Tout le monde était d'accord sur cette proclamation d'état d'urgence, sur la décision que le président devait prendre de proclamer cet état d'urgence. Mais bien sûr, c'est comme ça que le chef de l'État demandera aux deux présidents d'aller réunir leur bureau, parce que ne pouvant pas convoquer des plénières pour annoncer la nouvelle, mais néanmoins, les deux bureaux pouvaient être réunis dans une réunion mixte pour leur annoncer la nouvelle. Et je vais vous dire, ça c'est le 23. Le 23. Le 20. Avant, je vous dis, ça c'est le 22. Et le 23, les deux bureaux ont été convoqués dans une réunion mixte où la nouvelle a été annoncée aux collègues qui n'avaient pas pris part à la réunion. Moi, ayant participé à la réunion, j'étais un peu curieux d'entendre que la question de la proclamation de l'état d'urgence n'était pas abordée tout de suite dans la réunion. Donc le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, sur Top Congo FM ce samedi, n'a pas dit la vérité. Mais c'est pour cela que je dis dans mon tweet, je parlais d'un prisme déformant. Donc, j'ai parlé du prisme déformant parce que chacun veut présenter la chose selon ce qu'il pense être politiquement. Mais ce n'est pas correct. Alexis Tambwe Mwamba ne dit pas qu'il faut corriger. Il dit même qu'il ne veut pas de juridisme. Mais à terme, le Congrès sera de toute manière convoqué pour prolonger cet état d'urgence. Est-ce que le Congrès peut prolonger un état d'urgence qu'il ne connaît pas officiellement? Non. Il faut pas créer de l'amalgame. Il ne faut pas créer de l'amalgame. Alexis Tambwe Mwamba parle d'état d'urgence de fait. L'action doit être posée a priori ou a posteriori. À ma connaissance, l'article 19 doit être exécuté a priori, pas a posteriori. 119. 119, bien sûr. Aujourd'hui... Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent de toute manière, selon vous, se réunir pour prendre acte de cet état d'urgence. Non. Écoutez, Christian, ce qui est aujourd'hui faisable, ce n'est pas convoquer un congrès pour prendre acte, régulariser, ça sera une violation flagrante de notre Constitution. Et plus précisément de l'article 119 sur lequel il s'appuie. Parce que l'article 119 ne parle nullement d'une prise d'acte, d'une régularisation. Il parle d'une proclamation. Non, il parle de l'autorisation de proclamation. Mais nous sommes à quelle étape? L'état d'urgence a été déjà proclamé. Donc, tournons cette page. Il faut éviter de créer des juridismes qui ne nous avantagent à rien. Le président du Sénat dit aussi qu'il évite. Mais la question, c'est aujourd'hui, on va se retrouver à un moment où, une fois que l'état d'urgence a été proclamé pour un mois, il va falloir le reconduire. Et ça, justement, seul le Congrès peut le faire. C'est ça le débat. Et je ne suis pas d'avis que c'est le Congrès. Je vais démontrer ça ici. C'est ça les débats. À moins si... la Constitution le dit. Si nos amis... Écoutez, le Congrès qui nous allons y arriver. À la demande du chef de l'État. Si nous devons aujourd'hui discuter, je crois que nous devons discuter sur ça, sur la prorogation ou pas de l'état d'urgence déjà proclamé par le chef de l'État.
pas une histoire de convoquer les congrès pour régulariser. Et moi, je suis très peiné. Hier, j'étais très peiné donc d'entendre le doyen Tambou Mwamba, que je respecte beaucoup, ne pas avoir des égards vis-à-vis du chef de l'État. Tenir des propos subtils, mais très durs vis-à-vis du chef de l'État, quand il dit que le chef de l'État n'a pas respecté la Constitution. Un débat qui était à l'interne, que nous étions en train de discuter, qui n'avait pas encore connu un dénouement, mais tout de suite, c'est lancer le chef de l'État en pâture pour dire qu'il a violé la Constitution, c'est politiquement incorrect. Dans la mesure où le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution, sur toute la ligne, il est démontré, les doctrinaires en droit constitutionnel l'ont démontré, son propre directeur de cabinet. Dans la réunion mixte que nous avons tenue Assemblée nationale, Sénat, lui a dit, je le prends à témoin, je prends tous les autres membres des 2 bureaux à témoin, il lui a dit que dans la doctrine, c'est l'article 85 qui doit s'appliquer. Qui prime donc sur le 119. Qui prime sur le 119. Pourquoi? Parce que la notion même de l'urgence ne rime pas avec la longue procédure. Alors, aujourd'hui, nous devons alors réfléchir sur la possibilité de prorogation ou pas. Là encore, il y a un problème. La question de la prorogation est évoquée dans l'article 144 de la Constitution. Quand vous lisez l'article 144 de la Constitution, son alinéa 2 ramène à l'article 116. Et quand vous lisez l'article 116, il n'est pas question du Congrès dedans. Par contre, on évoque le fonctionnement ordinaire des 2 chambres, c'est-à-dire comment ils convoquent leurs sessions ordinaires et extraordinaires. Vous descendez un peu plus bas à la linéa 6 du même article, on vous parle, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, mettant fin à l'état d'urgence. Christian, je vous dis ici, je te regarde droit dans les yeux pour te dire que le Congrès n'a pas mission de voter des lois. Nulle part où il est donné, parce que le Congrès trouve son fondement dans l'article 119, vous avez l'article là-bas, dites-moi là où il est dit que le Congrès peut se réunir pour voter une loi. Donc, si l'article 144 évoque en même temps l'article 116 qui parle des sessions ordinaires et extraordinaires de 2 chambres prises séparément, et ici on dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, c'est-à-dire que c'est une procédure normale de ces 2 chambres. On vote une loi à la chambre basse qui est renvoyée en 2e lecture à la chambre haute et la loi est votée. Donc, il n'est nullement question aussi dans cet article de convoquer un congrès. Parce que cela serait ajouter des choses à une disposition constitutionnelle qui est pourtant claire. J'ai dit une fois de plus, c'est ma conviction. Je ne dis pas que je détiens toute la vérité sur la question ou toutes les connaissances du monde sur la question, mais mon intime conviction me dit que l'article 144 ne fait nullement allusion au Congrès parce qu'il n'en fait pas mention. Lorsqu'il est question du Congrès, la Constitution parle du Congrès. Il faut pas que les gens fassent de l'amalgame en pensant que lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale et le Sénat, on fait allusion au Congrès. Non, l'expression l'Assemblée nationale et le Sénat ne voudrait pas renvoyer forcément dire au Congrès. Donc le Congrès reste le Congrès tel que défini à l'article 119 de la Constitution. L'article 144 est clair. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai, on parle de 30 jours, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prolongation pour des périodes successives de 15 jours. Si ce n'est en passant par Assemblée nationale et Sénat, comment le président de la République peut-il prolonger cet état de siège? Nous disons la même chose. Pas de congrès, mais c'est la procédure normale. Un projet de loi peut être déposé dans l'une des 2 chambres. Il peut être déposé soit
à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Et cela va suivre la procédure normale parce que les lois sont toujours votées à deux niveaux. Voyez-vous, c'est clair ici. Mais voyez, vous savez, une disposition constitutionnelle, il ne faut pas l'analyser de manière aussi... stricto sensu. Il faut toujours les lire de manière combinée. Déjà, c'est dans le même article. Donc, l'article 144, lisez l'article 116. Que dit l'article 116 évoqué dans l'article 144? L'article 116 dit, il faut être clair, chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour. Voyez, ça, c'est la session extraordinaire. Non, on parle de la procédure normale et simple des deux chambres. Mais on ne parle pas du Congrès. On ne parle pas du Congrès. Donc, le constituant, en mettant l'article 116 dans l'article 144, voudrait tout simplement faire voir qu'il est question de la procédure normale, pas le Congrès. Lisez, je vous demande encore de lire l'alinéa 6, qui est le dernier alinéa de l'article 144. Ici, on dit « L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou l'état de siège. » Partant du principe que le Congrès n'a pas vocation à voter des lois, il appartient à l'une des deux chambres de voter la loi, de transmettre à l'autre chambre. Ma question revient, pensez-vous qu'il y aura congrès? Doit-il y avoir congrès? Non, absolument pas. Participez-vous au congrès? Absolument pas. Il ne peut pas. Donc vous êtes contre? Pour toutes les raisons que nous avons évoquées ici, il est politiquement incorrect de penser qu'on peut convoquer le congrès en ce moment. Donc, sur le plan juridique, sur le plan de droit, et je précise bien du droit constitutionnel, l'étape de la convocation d'un congrès en ce qui concerne l'état d'urgence dans notre pays est dépassée et ne se justifie pas. Alors, sur le plan politique, c'est politiquement incorrect qu'on puisse vouloir poser des actes qui ont tendance à offenser les chefs de l'État, qui ont tendance à présenter les chefs de l'État à l'opinion comme quelqu'un qui a violé la Constitution et que le Congrès voudrait corriger. C'est pas correct. Je vais poser pour une dernière fois la question. On parle de Congrès au Palais du Peuple. Vous n'y participerez pas. Non, je crois que ce Congrès ne pourra pas se tenir. À mon humble avis, le Congrès n'a pas sa raison d'être. Non seulement que je n'y serai pas, mais je crois que ce Congrès ne doit pas se tenir. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi il ne se tiendra pas. Parce qu'il est clairement dit ici que c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui en demande, qui en fait la demande. Donc, ça, c'est conformément à l'article 36 du règlement intérieur du Congrès, qui dit que le Congrès ne peut se tenir que sur demande du président de la République. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, cette demande n'a jamais été faite. Mais voilà comment est-ce que les choses se passent. On nous fait croire que le directeur des cabinets du chef de l'État aurait envoyé, c'est vrai que moi j'ai vu la correspondance, dans laquelle il transmettait l'ordonnance qui était signée aux deux chambres, mais où il dit pour des dispositions utiles. Mais ce qui m'écoeure, moi, c'est de constater que le président Tambo Mamba et la présidente de l'Assemblée veulent nous faire croire que déjà ces dispositions utiles c'était la convocation du Congrès. Faisait allusion le directeur des cabinets, c'est la convocation, c'est une demande tacite de la convocation du Congrès, ce qui est faux parce qu'il est clairement dit que c'est le chef de l'État qui en fait la demande. Et jusqu'à ce jour, le chef de l'État n'a jamais fait cette demande et je crois que ce qui est en train d'être fait, je peux aller plus loin pour dire que c'est une forme de pression sur le chef de l'État. Parce que d'un côté, c'est lui qui doit vous faire la demande. Il ne l'a pas fait. Mais de votre propre chef, vous vous réveillez, vous organisez des choses, vous convoquez le Premier ministre et vous dites que le Congrès aura lieu. Alors, quelle est la place du chef de l'État en ce moment-là? Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale est du même avis que vous? Écoutez, je vous ai dit ici que je prends ma liberté d'exprimer mon opinion sur base... Non, ma question c'est, est-ce qu'elle est du même avis que vous? Écoutez, je ne veux pas parler de la présidente de l'Assemblée nationale ici. Je ne suis pas venu parler d'elle. Je vous dis tout simplement que c'est ça ma position. C'est à l'opinion des jugés sur ce que je suis en train de dire et sur ce que le président du Sénat a dit. Je suis venu sur votre micro pour faire une réponse
par rapport à ce que le président du Sénat a dit, que je trouve invraisemblable. Vous avez parlé tout à l'heure du directeur de cabinet. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, tout le monde sait où il est. Il a été arrêté. Est-ce que l'on peut encore parler de cash? D'abord, j'évite personnellement de faire un commentaire quant à ce qui lui est arrivé. Pourquoi? Non, je me réserve de tout commentaire parce que Vital Kamerhe, c'est un allié. N'oubliez pas qu'il est allié au cash. Pour toute personne qui réfléchit, lorsque quelque chose, un malheur, arrive à un allié, il est absurde et même ridicule qu'on puisse faire des commentaires dans un sens ou dans un autre, d'autant plus que l'affaire est en justice et qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons nous réserver de faire quelques commentaires que ce soit. Ce silence vous soutient ou neutralité? Écoutez, nous sommes neutres parce que Vital Kamerhe, c'est notre allié. La justice qu'il entend, c'est notre justice. Et vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas prendre parti ni pour l'une ou l'autre partie. C'est pour ça que vous avez suspendu le porte-parole de votre parti. Justement, c'est pour ça que je l'ai suspendu, parce que il n'a pas obéi, il n'a pas respecté la consigne donnée. Lui vous accuse de ne pas vouloir parler de cette affaire parce que vous pourriez aussi être interpellé devant la justice. Bon, j'évite d'entrer dans ces débats de bas niveau. C'est vraiment, à mon niveau, je ne peux pas discuter des choses pareilles. Entre-temps, donc moi, je prie cette décision en tant que président AI de l'UDPS et de les sanctionner sur base des faits qui lui sont reprochés. Et j'ai évoqué les dispositions statutaires. Chez nous à l'UDPS, le non-respect de la hiérarchie, c'est un manquement grave. Le non-respect des consignes données, c'est un manquement qui encourt à des sanctions. En fait, c'est ce que j'ai fait. Pour ce qu'il pense, cette déclaration ne m'engage pas. Il peut raconter tout ce qu'il veut. Je ne suis pas venu pour me justifier. Je ne peux pas me justifier. La question, c'était juste, est-ce que vous ne voulez pas, par soutien ou par juste neutralité? Non, Vital Kamerhe est le nôtre. C'est un allié. La justice qui le poursuit est aussi la nôtre. C'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu prendre position. Aujourd'hui, Paul Tshilumbu est suspendu. Il dit qu'il ne reconnaît pas cette suspension parce qu'il ne vous reconnaît plus la qualité de président de l'UDPS. Le secrétaire général que vous avez été désigné par le président n'a pas cette qualité. Pendant combien de temps va durer cette crise institutionnelle à l'UDPS? Vous savez, des intérimaires et des... Christian, je veux vous dire que je suis très mal à l'aise de parler de mon parti sur les médias. Vous vous rendez compte que je vienne ici étaler nos problèmes internes, que je vienne parler d'un compagnon de lutte. Tshilumbu, c'est un compagnon de lutte. Nous avons lutté ensemble. Nos problèmes doivent se régler chez nous. Ils sont déjà dans la presse, mais tout le monde en parle. Je ne veux pas, moi, en tant que président de l'UDPS, intérimaire, venir discuter des problèmes de mon parti sur le média. Moi, je pose des actes. Je posais un acte qui se justifie, je m'arrête là. Mais alors, si lui me dénie la qualité, mais c'est son droit. Écoutez, n'oubliez pas que l'UDPS, c'est un parti qui des grandes libertés. Les gens s'expriment comme ils veulent à l'UDPS. Les gens expriment leurs opinions, ils expriment leurs pensées, et c'est ça même notre force. Notre force réside dans cette liberté. Plus les gens s'expriment, plus les gens se sentent trop libres, ils ne trouvent pas mieux qu'à l'UDPS, parce que c'est là où ils ont le droit de parler, de s'exprimer comme ils veulent. Mais justement, ces cadres se plaignent d'un manque de liberté. L'état de droit, c'est l'UDPS. On ne respecte pas les textes qui auraient dû désigner ou organiser un congrès dans les 3 mois. Je vous dis ici que des nouveaux présidents, je ne suis pas venu. Élus. Je ne suis pas. C'est pas par manque d'arguments. Je veux vous dire ici que ces débats-là, c'est un débat qui ne pouvait pas être en réalité si on était de bonne foi. Parce que tout le monde sait, quand vous prenez l'article 26, parce que c'est là qu'il est question, de bout en bout, nulle part où il est mentionné que
l'élection du président de l'UDPS à la magistrature suprême constitue un motif d'empêchement définitif. Oui, mais le président de la République ne peut pas être président actif d'un parti. Christian, il y a incompatibilité. Mais laissez-moi, j'allais rencontrer ta question, ça même que vous l'ayez posée. Laissez-moi parler. Ça, c'est la Constitution qui l'a dit. Est-ce que les partis politiques sont gérés par la Constitution? La Constitution, c'est la loi suprême. Non, je ne suis pas appelé à te poser. N'a pas le droit d'être président d'un parti. Ce parti doit en prendre acte et une fois que le président de la République est en incapacité, se doter par le Congrès, parce que l'UDPS, dans ce sens, a été un des modèles. Depuis 1960, rares sont les partis qui, comme l'UDPS, ont élu leur président au cours d'un congrès. Il y avait plusieurs candidats. Pourquoi aujourd'hui hésiter à tenir ce nouveau congrès? Christian, notre parti est géré par ses propres textes qui ont été jugés conformes à la Constitution. Lorsqu'on jugeait conformes nos textes à la Constitution, est-ce que les constituants, ceux qui ont approuvé nos statuts, pouvaient nous dire que non, vous avez omis un détail important ici, parce que si votre président devenait président de la République, vous devez mettre ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc, dès lors que nos statuts ont été jugés conformes à la Constitution, nous nous y conformons. Aujourd'hui, donc, pourquoi êtes-vous président intérimaire si Félix Tshisekedi, selon vos statuts, est toujours le président? Écoutez, il y a deux facettes de voir les choses. Il faut voir les choses dans l'angle constitutionnel et dans l'angle statutaire à l'UDPS. La Constitution interdit au président Félix Tshisekedi d'être en même temps président de la République et président de l'UDPS, n'est-ce pas? Mais nos statuts ne l'interdisent pas. Pour nos statuts, c'est clair. Et c'est pour ça même que nous sommes allés au Congrès, faisant de lui, l'élissant comme président de l'UDPS, l'investissant comme candidat président de la République, et nous avons battu campagne pour qu'il soit élu. Donc, chez nous à l'UDPS, nous ne trouvons pas ça incompatible. Mais parce que c'est la Constitution qui prime sur nos statuts, voilà le fondement du mandat spécial. Voilà là où Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, a tiré. Laissez-moi terminer. Non, j'ai bien compris que... Pourquoi? Parce qu'il voulait se protéger vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la Constitution. Ce mandat spécial prouve à suffisance que Félix Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, ne gère plus l'UDPS. N'est-ce pas? Mais au regard de nos textes, n'est-ce pas, au regard de nos textes, Kabound fait l'intérim du président Tshisekedi qui a un mandat spécial qui va durer tout le temps mandat de Félix Tshisekedi. Oui. Félix Tshisekedi a un mandat de 5 ans à l'UDPS. Le président intérimaire de l'UDPS est-il à l'aise à la tête d'un parti que tout le monde a jugé comme le plus démocratique de la République démocratique du Congo, sans être élu pendant plus de 3 mois? Écoutez, les règles sont faites par les hommes. Les règles sont faites par les hommes. Voyez-vous? Et le juridisme dans toute organisation humaine trouve son fondement dans la volonté politique des animateurs d'une structure. Écoutez, c'est ça en fait le vrai problème. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas dit que j'étais le président élu de l'UDPS. Mais c'est un concours de circonstances. Parce que il s'est avéré que le président de l'UDPS, le président de l'UDPS est élu président chef de l'État, il ne peut pas. Ce n'est pas nos statuts. Non, j'ai bien compris. Dans nos statuts, quand vous lisez l'article 26, ils sont de mauvaise foi. Ils ne vous disent pas la vérité. Dans nos statuts, il n'est pas dit que lorsque le président de l'UDPS est élu, il tombe sous le coup de l'empêchement définitif. Parce que toutes les motifs, s'il vous plaît, Christian, tous les motifs sont énumérés là. Donc, décès, démission, interdiction d'exercer, n'est-ce pas? Ou expiration des mandats.
Mais une interdiction une élection à la présidence de la République amène à une interdiction d'exercer. Non, ça c'est pas nos textes à nous qui l'interdisent. Nos textes à nous ne l'interdisent pas. Et puis l'interdiction d'exercer est déclarée par une instance disciplinaire du parti qui à travers une sanction, interdit au président de l'UDPS de ne plus exercer comme tel. C'est ça, en fait, l'essence de l'interdiction. Monsieur Jean-Marc Kamboul, merci d'avoir été avec nous. Deux petites dernières questions. Peter Kazadi, Jacques Machabani, Victor Wakwenda et les autres, Paul Chimboulou et ceux qui sont en opposition à vous, les liens sont rompus avec eux? Pas du tout. Pas du tout. Sont-ils indésirables à l'UDPS? Non, pas du tout. Pourquoi ils peuvent être... Je vous ai dit ici que ce sont des compagnons de lutte. Nous avons eu à connaître des histoires plus graves et plus difficiles dans notre parcours. Je crois que... Ils ne seront pas exclus. Non, pourquoi être exclus? Parce que dans le passé, ils l'ont été. Non. Ils sont libres d'exprimer leurs opinions, que je respecte. C'est pas pour autant qu'ils me contestent que moi, je vais trouver en ça un motif de m'acharner sur eux. Je respecte leur position. Est-ce que le président Félix Tshisekedi soutient ce statu quo que beaucoup condamnent à l'UDPS? Je ne veux pas citer le président de la République dans ces débats, que je trouve, moi, personnellement, malaisé. Ce débat me fait très mal. Est-ce que le président élu de l'UDPS, de les porter qui exerce toujours un mandat via votre mandat spécial, soutient ce statu quo? Non, je ne veux pas ici me prononcer là-dessus pour que les uns et les autres disent que je suis venu ici faire du trafic de l'influence. Mais ta question a une réponse plus simple. Mais la volonté du président de la République est transcrite noir sur blanc dans le mandat spécial qu'il m'a donné